Bonjour à toutes et à tous. Gestion des risques, comment évaluer et promouvoir la démarche RSE de ses fournisseurs. Voilà le thème qui nous réunit pour cet atelier de l'Université des Achats. Merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire d'ailleurs à ces ateliers et je vous en remercie. Et vous avez raison parce que je suis bien entouré aujourd'hui. Il y a Evelyne Martinez qui ne peut pas être une mauvaise dame parce qu'elle vient de Tarbes, même si elle travaille à Paris, la pauvre. Elle est directrice achat chez Mersen. Alors Mersen, faut-il présenter ce fleuron de l'industrie française, expert mondial de spécialités électriques et de matériaux avancés. Quel marché vous servez ? Notamment des marchés du renouvelable, que ce soit le solaire, l'éolien, les semi-conducteurs pour l'électronique de puissance, donc pour les véhicules électriques. Voilà, donc très engagés. 6300 collaborateurs, plus d'1 milliard d'euros d'activité et 60 sites dans le monde. Et puis, nous sommes accompagnés par le président directeur général de Synertrade. Synertrade en France. Synertrade, solution digitale source to pay. 400 000 utilisateurs, 4 millions de fournisseurs enregistrés, 250 entreprises accompagnées dans le monde. Vous n'êtes pas que français. Oui, tout à fait. Ouais. Présent dans beaucoup de pays. C'est-à-dire ? Une quinzaine de pays que nous servons quotidiennement. Bien. Alors, le sujet qui nous réunit, comment évaluer et promouvoir la démarche RSE de ses fournisseurs ? C'est fondamentalement un sujet qui est au cœur de l'actualité et qui est destiné à y rester un bon moment, on est bien d'accord? Oui. Tout à fait. Mais d'ailleurs, je suis ravie d'être invitée, de participer à cet atelier parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, qui tient à cœur à Mersen. Donc, je suis ravie d'être avec vous. Il n'y a pas un jour, je pense, que dans l'actualité où on ne parle pas de RSE. Je pense qu'aujourd'hui, l'engagement des entreprises dans le démarche RSE, c'est plus du tout une option. C'est intégré complètement dans la stratégie de l'entreprise, à la fois pour développer son innovation, pour gérer ses risques, pour conquérir de nouveaux marchés potentiels, pour améliorer aussi de la productivité, pour développer l'environnement, mais aussi pour fédérer, engager ses collaborateurs. Et si on regarde aujourd'hui une tendance à la fois sur les jeunes générations, mais aussi les consommateurs, de plus en plus, ils regardent. C'est un point important pour eux qui peut faire des différences de choix. Ça a mis du temps à s'installer dans les esprits, mais là, on y est vraiment et on a l'impression qu'on y est définitivement. Ouais, et encore récemment, sur des recrutements que j'ai en cours, l'engagement de Mersen sur ce sujet-là était un vecteur d'intérêt des collaborateurs qui pourraient nous rejoindre et de motivation. Donc, voilà. Donc, vous êtes habitué à la formule, on démarre toujours par le chiffre du jour. Nos intervenants ont pour mission de dégager un chiffre qui leur paraît important parce qu'il illustre un phénomène, un mouvement, une tendance. Et le chiffre que vous avez choisi, c'est 7 directeurs d'achat sur 10. 7 sur 10. Quoi donc et pourquoi ? Alors 7 sur 10 déclarent dans une enquête récente de décembre dernier ne pas avoir suffisamment de données RSE à leur disposition. Donc on le voit, nous, en tant qu'industriels, éditeurs logiciels, c'est exact. Autant le phénomène qu'a décrit Evelyne est là, et bien là, autant l'accès aux données qui permettent de bien évaluer ces risques n'est pas encore assez mature, assez bien organisé. Et c'est pourtant essentiel, comme ça a été dit par Evelyne, pour gérer les risques, pour être en conformité avec la réglementation, pour être capable de tenir ses engagements de durabilité. Bref, c'est absolument essentiel d'avoir ces données de qualité qui sont mises en place. Donc l'enjeu pour le secteur, que ce soit du côté achat ou du côté des industriels, c'est de comment donner accès de la meilleure façon possible à ces données. On va le voir après, qui sont d'ordre divers, de façon durable et de façon efficace. Bien. Le vrai du faux, vous connaissez aussi cette nouvelle rubrique qu'on a instituée dans ces ateliers. Tout de suite, le vrai du faux.
Il y a des croyances, des a priori, des idées reçues qui quelquefois s'immiscent dans les sujets qu'on évoque et on va leur tordre le cou. Une affirmation et vous me dites si elle est vraie ou si elle est fausse. Et vous argumentez s'il vous plaît. Dans le cadre de la déclaration de performance extra-financière, les entreprises doivent désormais déclarer le bilan carbone de leurs fournisseurs. Vrai ou faux? Vrai, avec une précision, c'est de leurs achats. C'est-à-dire? Donc en fait, nous avons obligation de déclarer notre impact environnemental sur le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Et le scope 3 est notamment tout l'impact CO2 que l'on peut générer au travers des achats que nous effectuons. Mmh. Et dans une grande majorité des cas, pour les entreprises, ce scope 3 est la partie la plus importante de l'impact, parce que finalement, les achats représentant de plus en plus une part significative du revenu des entreprises, cette part d'achat et donc d'impact CO2 deviennent... C'est la part la plus difficile à maîtriser aussi, parce que scope 1, scope 2, c'est moi qui fais, c'est moi qui gère, je peux agir directement et rapidement, mais... Enfin, oui, plus facilement. Mais par contre, le scope 3, plus compliqué. Et là, je dois déclarer le bilan carbone. On doit déclarer le scope 3 et donc le bilan carbone des achats que nous effectuons. Et cette déclaration qui est extra-financière, globale, hein, pas uniquement sur les achats, prend une part de plus en plus importante puisque même les investisseurs, les analystes s'intéressent énormément à ce que les entreprises font et ça devient un critère finalement aussi d'investissement. Et la réglementation européenne est de plus en plus contraignante. Tout à fait, tout à fait. Là, avec récemment l'introduction de la taxonomie qui amène de plus en plus aussi à de nouvelles déclarations, de nouvelles dynamiques à l'intérieur de l'entreprise qui ne sont pas encore complètement maîtrisées. Je pense qu'on va avoir pas mal de temps aussi pour pouvoir agir sur tous les registres de la taxonomie. Mais aussi, on voit maintenant le Net Carbone Act qui est aussi en cours de discussion au niveau de la réglementation européenne. Affirmation suivante. Le risque RSE passe au second plan par rapport au risque financier. Vrai ou faux? Je dirais que c'est faux. Et ce, quels que soient les secteurs d'activité, on pourrait penser que ce risque RSE est plus prégnant dans des entreprises qui ont des forts bilans carbone ou des forts impacts dans des domaines B2C, par exemple. On se rend compte, nous, avec tous nos clients qui sont dans nos multiples industries, que c'est faux. C'est absolument prégnant dans toutes les stratégies des entreprises avec lesquelles nous travaillons. On voit que les changements sociaux, environnementaux impactent très fortement ces entreprises, en tout cas sur la sphère en Europe, peut-être un peu plus nuancé sur les États-Unis et l'Asie, mais il est clair que les pressions réglementaires, les pressions ou les risques de procès qu'il peut y avoir dans certaines situations, les problèmes de réputation qui sont... Oui, on en parle peu, mais pourtant ils sont importants. Hein. Ils sont importants. Bon, il y a eu quelques cas récents. Ils sont importants et vraiment prégnants sur les stratégies d'entreprise. Donc ça, on voit bien que ce sont des risques absolument clés qui font face à toutes les entreprises, quels que soient les secteurs. Donc les bénéfices pour les entreprises, c'est bien évidemment, comme le disait Evelyne, d'avoir des politiques qui sont en phase avec ces attentes des clients, des fournisseurs, des utilisateurs. Capacité aussi pour beaucoup de secteurs, je crois même tous, d'attirer les jeunes talents, parce qu'ils sont très très sensibles. On le voit nous chez Synertrade, il y a des gens qui nous rejoignent entre 25 et 30 ans qui sont vraiment intéressés par ce sujet-là. Pareil dans l'entreprise mère à laquelle nous appartenons, Econocom. Donc on a un bénéfice réel à bien gérer ces risques RSE. Et à contrario, on voit que s'ils sont mal gérés, eh bien, il peut y avoir des effets... Des soucis en cascade. Importants. Vous intervenez quand vous le souhaitez. Hein. Et vous avez, je n'ai pas précisé, la possibilité d'interpeller nos intervenants en direct par le chat. Leurs équipes sont derrière les ordis et prêtes à répondre à toutes les questions que vous vous posez. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat. Affirmation numéro 3. L'information RSE fournisseur est difficile à collecter. Alors oui, c'est vrai ou c'est faux ça?
Alors, je veux dire que c'est vrai et faux. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des canaux qui existent, que ce soit des entreprises spécialisées dans ce secteur pour collecter des informations. Donc, en ce sens, c'est faux parce qu'on a accès à certaines informations. On pourrait dire que c'est faux d'un autre point de vue, qui est que la qualité de ces informations-là, la complétude de ces informations-là n'est pas toujours au niveau attendu et demande de l'organisation de la part des entreprises qui ont besoin de ces données et éventuellement de leurs partenaires comme nous ou comme certains intégrateurs pour avoir la bonne donnée au bon endroit, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, je nuance elle est dure à trouver, cette information. Alors, elle est surtout difficile à mettre en cohérence, parce qu'il y a pas mal de sources d'informations, mais c'est pas toujours simple de s'assurer qu'on les reconsolide correctement, et puis qu'elles sont cohérentes les unes avec les autres. Elles ont une même base de calcul, par exemple, d'élaboration. Exactement. Et puis, c'est vrai que toute cette dynamique d'évaluation des risques RSE, alors effectivement, il y a des partenaires externes, type EcoVadis, qui sont complètement partie prenante, mais c'est très important que nous-mêmes, on développe au sein de nos équipes achats cet engagement et cette capacité à construire des plans communs d'amélioration et d'engagement RSE avec nos fournisseurs. Donc ça passe, et c'est vrai que toute cette démarche reste encore nouvelle. Régulièrement, on met de nouveaux axes de développement, mais selon où on se situe, dans quelle région, les aspects culturels peuvent aussi jouer. L'accès à l'information n'est pas toujours aussi vertueux, donc ça reste quand même à la fois il y a de l'info et à la fois c'est pas toujours facile. Les plateformes de gestion fournisseurs permettent cette évaluation, mais est-ce que ça exonère les utilisateurs d'un travail de vérification Je dirais que comme souvent dans le monde de l'informatique ou du digital, c'est un travail commun, c'est-à-dire que la plateforme permet de ranger correctement, entre guillemets, certaines données, permet d'avoir les bons accès, les bons plans d'action, permet pas de trier les données, donc c'est un travail à quatre mains minima entre les industriels comme nous qui produisons ces plateformes et les cellules achats pour trouver le bon équilibre entre le big data un peu, on va dire, avec des qualités de données pas toujours optimales et le smart data, ce que j'appelle le smart data, qui permet d'avoir la bonne info au bon moment. Facile à dire, plus dur à faire, mais c'est sûrement l'enjeu des prochaines années, c'est certain. Allez, on passe à la FAQ. Quelle démarche le groupe Mersen a-t-il mise en place en termes de RSE? Alors, au niveau du groupe par lui-même, c'est complètement intégré dans cette stratégie de l'entreprise et on a organisé nos objectifs moyen terme autour de 4 piliers au niveau du groupe. À la fois être un partenaire responsable, à la fois développer une culture forte de l'éthique, de la compliance, réduire notre impact environnemental et développer le capital humain. Voilà, donc autour de ces 4 piliers, on a construit des politiques, dont la politique achat. Et dans notre politique achat, nous travaillons à engager nos fournisseurs à la fois sur une charte, à la fois sur une analyse des risques RSE et bien entendu des plans d'amélioration associés à ces risques avec l'ensemble de notre base fournisseur et tous les aspects, bien entendu, de la compliance et du réglementaire. Donc, globalement, on est engagé avec nos équipes sur identifier ces risques et travailler en commun avec nos partenaires pour... Donc, c'est une stratégie d'entreprise, oui. Et au sein de cette stratégie d'entreprise, un volet achat. Tout à fait. Qui selon vous, a trouvé la place qu'il méritait? Complètement. C'est complètement intégré dans la stratégie de l'entreprise, dans sa culture, dans les revues que nous organisons, pour voir comment nous progressons sur le sujet RSE avec nous. Et régulièrement, on se donne des objectifs un peu plus ambitieux pour continuer à progresser. Voilà. Donc oui. Bien, question suivante. Comment les SI achats accompagnent leurs clients dans cette approche? Alors, quand on parle de clients, on parle de quel type de clients? Alors oui, il peut y avoir donc les clients, ce qu'on appelle les clients internes, donc les services.
les services, les business units, les centres de production. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, il y a aussi les clients externes, les clients de l'entreprise, in fine, qui peuvent avoir besoin de ces accompagnements, de ces données. Alors, comment les SIHA accompagnent leurs clients? Bien, bon, je dirais que, pour reprendre, il y a 4 piliers aussi. Ah, dis donc. Donc, on a l'évaluation. La valse à 4 temps. Voilà, c'est 4 temps. Il y a l'évaluation des fournisseurs, ça c'est absolument clé, bien sûr. Ouais. On a la gestion des risques qui est fondamentale une fois qu'on a fait ces évaluations. Les processus d'achat durable, à l'évidence, on a besoin d'avoir ces processus implantés dans les SIHA. Et puis le reporting, c'est absolument clé, puisque le reporting RSE, in fine, c'est ce qui est visible et c'est ce qu'on attend de ces cellules, de ces plateformes achats, SIHA. On a, en ce qui concerne Synertrade, on est très en pointe, ou à minima concerné, et on travaille depuis longtemps sur ces sujets, sur la gestion des risques fournisseurs, quels qu'ils soient, et donc le RSE est venu naturellement s'intégrer dans la structure de notre offre. Ce qui est très important, c'est, on l'a dit, avoir la bonne donnée au bon endroit, certes, mais également être capable de la partager le plus intelligemment possible, le plus en amont possible. C'est-à-dire quand on fait des consultations, il est bon d'avoir l'information très tôt du ranking RSE du fournisseur et si ou pas il y a un risque, d'avoir une démarche d'approche ou de collaboration avec ces fournisseurs-là en amont, puisque plus on est en amont et moins on a à gérer de risques importants. Il faut que cette donnée soit actualisée aussi en permanence. Et on verra par la suite, la collaboration avec les fournisseurs est essentielle selon nous et tout l'état d'esprit que nous avons dans notre plateforme est de donner accès le plus amont possible aux fournisseurs pour que cette collaboration-là puisse s'inscrire sur une plateforme qui va gérer ces Est-ce que ça veut dire que vous auditez les fournisseurs ou alors vous vous basez sur des entreprises qui vous fournissent les données? Alors en fait, nous en tant qu'éditeurs, on permet, enfin il y a un mot en anglais on est un enabler, on permet d'avoir ces fournisseurs qui le plus facilement possible, le plus régulièrement possible, donnent l'information, la bonne information, au bon moment. Enfin, plus facile à dire, plus dur à faire, mais c'est vraiment l'enjeu parce que ça permet à toute la cellule achat d'être beaucoup plus réactif et proactif sur ces sujets de risque RSE. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Non, en fait, la plateforme est un outil de collaboration, donc qui doit faire la liaison finalement entre l'entreprise et ses partenaires externes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ça soit des questionnaires d'évaluation, que ça soit des audits, en fait, c'est nous qui avons la possibilité en tant qu'entreprise de les développer au travers du SI qui nous est fourni par Synertrade. Donc, on a des questionnaires que l'on peut adresser à nos fournisseurs sur lesquels ils peuvent répondre. Nous avons des informations qu'ils peuvent mettre à jour, que ce soit sur de la compliance, les audits que l'on fait, ainsi de suite. Donc, en fait, c'est un outil collaboratif et l'enjeu est de bien déterminer ce que l'on veut faire avec cet outil collaboratif. Il y a des charges de départ. Hein. Et le fameux adage de transformer une donnée en information pour prendre une décision. C'est toujours l'enjeu de n'importe quel système d'information dans ce type de situation et particulièrement ceci. On va aller chez Mersen, là. La question suivante. Chez Mersen, quels sont les indicateurs RSE de suivi de vos fournisseurs? Alors, déjà, je voudrais juste vous donner un chiffre parce que c'est aussi important pour comprendre pourquoi le RSE, c'est aussi important pour les achats chez Mersen. 56% de nos ventes sont déjà sur des marchés de renouvellement, de durabilité, que ça soit autour de la mobilité, que ça soit sur l'énergie ou que ça soit sur l'efficacité. Voilà. Donc, quelque part, on se doit de vraiment aller chercher et collaborer et développer une démarche RSE avec nos clients, nos fournisseurs. Donc, au niveau des indicateurs, on a initié avec effectivement cette charte que l'on a développée, que l'on partage d'ailleurs au travers de l'outil avec nos fournisseurs, que l'on demande qu'ils signent, qu'ils s'engagent dessus. On a développé des questionnaires dans notre base où les fournisseurs répondent, ce qui nous permet aussi d'établir un scoring fournisseur. Et ce scoring fournisseur au niveau du RSE, c'est ça qui nous permet aussi d'établir des plans d'action, d'identifier où sont les risques majeurs avec nos fournisseurs, où on doit faire des audits, où on doit
continuer l'accompagnement pour mettre en place des plans d'action. Mais par exemple, vous mesurez le pourcentage d'achat de matières recyclées. C'est effectivement, nous avons au sein de Mersenne décidé de suivre les indicateurs préconisés par GRI. Au niveau des achats, ça se traduit par le pourcentage de localisation, d'achats locaux qui peuvent être faits. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, puisqu'en fait, dans la stratégie de l'entreprise, on est très proche de nos clients, donc on est partout dans le monde. Et si je prends un exemple sur la France, par exemple, on a aujourd'hui un peu plus de 70% pour nos sites en France de nos achats qui sont locaux, faits en France. Voilà. Donc sur les achats externes. Donc globalement, c'est une démarche où petit à petit on développe. Bien entendu, on suit le scope 3 pour voir où sont nos actions d'amélioration. Qui impacte le plus. Exactement. Nous travaillons à développer l'utilisation de matières davantage recyclées. Alors là, au niveau du cuivre, si je vous donnais un exemple, voilà, on a réussi à avoir 30% de recyclage de cuivre. Bon, voilà, nos enjeux maintenant, c'est de justement aussi collecter mieux ces informations auprès de nos propres fournisseurs pour voir finalement comment on est dans une chaîne vertueuse qui développe le recyclage, l'économie circulaire. Et donc ça, c'est tous les enjeux. Voilà, donc on est lancé dans toutes ces démarches pour améliorer. Et vous êtes lancé avec enthousiasme, hein, un enthousiasme contagieux, vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait d'accord. Ah, j'espère. La question suivante, c'est d'où proviennent les données RSE fournisseurs qui alimentent le SI achat? D'où ça vient, ça? Alors, comme on l'a dit, on a des sources de part des industriels qui existent, qui sont connus, comme Ecovadis, Integrity Next ou d'autres acteurs. Il y a une source très importante et très de qualité, on l'a dit aussi, qui sont de la part des fournisseurs eux-mêmes. C'est fondamental d'avoir cette collaboration avec les fournisseurs de façon à les intégrer très amont dans la production de bonnes données. Même si là, on est dans le déclaratif pur et dur et on est obligé de croire sur parole. Hein. Oui, après, on peut toujours avoir des modalités d'échange de données ou de réception d'informations qu'on peut venir auditer, contrôler, et ça peut être... c'est une très bonne source de données dont on peut s'assurer de la fiabilité, mais qui est vivante et qu'on peut contrôler avec ses fournisseurs dans un esprit collaboratif. À noter que le nombre de plateformes ou de sources de données grandit largement. On est très présent aux États-Unis sur ce sujet. Nous, chez Synertrade, ça fait longtemps qu'on s'attache à avoir une solution de collecte de ces informations via des connecteurs, on appelle ça des API en informatique, mais d'être capable d'avoir beaucoup de ces connecteurs-là et d'avoir une plateforme de collecte de ces informations qui permettent de router intelligemment ces données dans notre système de la part de multiples acteurs qui peuvent être effectivement de nouveaux acteurs qui émergent, il y en a beaucoup, des existants, des fournisseurs, et on va voir que de plus en plus, il va y avoir des données qui vont venir de multiples parts, donc on a travaillé depuis pas mal d'années déjà sur une plateforme capable de collecter ces données de façon intelligente et d'avoir les professionnels qui savent parler intégration, parce que c'est pas toujours évident. Ouais. C'est un métier particulier, donc on met un investissement particulier, une attention particulière à avoir ces ressources-là, parce qu'elles sont absolument clés dans la collecte de la donnée et de la distribution de la donnée au bon endroit dans notre plateforme. J'imagine que chez vous, ça doit être une partie très importante de l'activité, la collecte de la bonne donnée pour après la fournir. Oui, parce que la valeur ajoutée des plateformes, nous, on peut le mesurer en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous témoignent et qui ont mis en œuvre ces politiques-là il y a quelques années, 5-6 ans. Quand on a bien fait tout ce travail, on étant et le client et les fournisseurs et nous, on se rend compte que ça peut avoir des impacts très forts sur même les comptes de résultats des entreprises et la gestion de leurs risques. C'est mesuré, mesurable. Il est évident que nous, c'est notre intérêt d'avoir la meilleure équipe et solutions possibles pour démontrer qu'il y a de la... Alors, ces données, on les a collectées, vous les avez envoyées chez le client, mais comment est-ce qu'elles sont restituées, ces données ? En fait, il y a la façon la plus simple qui est le tableau de bord où on voit ces données plus ou moins bien présentées. Bon, ça c'est très important.
En revanche, en ce qui nous concerne, on croit toujours pareil dans l'idée d'être le plus amont possible, d'aider l'acheteur dans sa journée le plus possible, en donnant accès à ces données-là au moment de la consultation, au moment de l'établissement des cahiers des charges, quand il y a des enchères, au moment des enchères, s'il y a un catalogue pareil, pour que l'acheteur intègre très amont ces données-là, qu'il ait une vision assez complète et simple de ces données. Une fois de plus, tout dépend de comment on les alimente, mais c'est très important d'avoir l'avis de l'acheteur qui est simplifié dans son parcours quotidien, je dirais, son travail, pour avoir ces données très tôt, de façon à prendre les décisions le plus tôt possible, qui intègrent ces risques RSE. Donc ça, c'est l'ergonomie, c'est la simplicité dans l'utilisation. Ça, c'est dans le cahier des charges, j'imagine que c'est quelque chose d'essentiel. Alors, effectivement, dans nos appels d'offres, dans nos cahiers des charges, la part RSE est un indicateur. On demande des informations à nos fournisseurs et ça rentre dans nos critères de sélection de nos partenaires. Donc, je rejoins là, si nous pouvons avoir des outils qui facilitent cette évaluation en amont et de faire ces connexions. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on le fait au travers de nos appels d'offres et des restitutions qui nous sont données par nos fournisseurs sur des sujets bien précis. Mais si derrière, on a plus facilement accès à une combinatoire, ça sera génial. C'est un message subliminal d'Evelyne. Est-ce qu'on peut faire un tout petit peu plus simple, s'il vous plaît, parce que on travaille avec Evelyne très bien, donc c'est pas subliminal, c'est direct. C'est direct avec elle. Et oui, il y a encore des progrès à faire pour que ce soit simple et évident. Et il est vrai que, voilà, simple is complex, et j'ai appris ça il y a longtemps, d'avoir cette qualité au bon moment dans le parcours travail de l'acheteur. Oui, on a encore des progrès à faire, même si on estime qu'on a déjà bien avancé et la roadmap de notre produit va témoigner de ça de façon constante. Et dans nos enjeux, puisqu'en fait on est sur l'amont, dans la sélection, mais après c'est la vie avec notre base de fournisseurs, donc aussi toutes les élaborations de questionnaires que l'on fait, de RSE, que l'on envoie à nos fournisseurs, que l'on évalue. C'est un outil de collaboration avec nos partenaires, mais aussi un de nos enjeux, c'est finalement, surtout quand on est autant de sites dans le monde, d'avoir finalement une base commune où on travaille en collaboratif, y compris en interne. Ce qui permet finalement que les différents enjeux et où les opportunités sont demain pour continuer à nous améliorer sur les indicateurs dont on a parlé, que ce soit sur de la localisation, que ce soit sur des audits à effectuer, que ce soit sur des plans d'amélioration concrets à mener avec les fournisseurs pour de la recyclabilité, pour développer des nouveaux produits qui soient davantage à bas carbone. Donc, voilà, donc c'est une collaboration interne avec des partenaires externes et simplicité. Alors, on va poursuivre le cheminement chronologique. Une fois les données RSE restituées, comment est-ce qu'elles sont utilisées ? Si je parle concrètement, par exemple, de notre questionnaire que nous avons évalué auprès de nos fournisseurs, on a un certain nombre de critères, que ce soit au niveau du social, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la sécurité, des pratiques RSE, des améliorations. Vous avez des alertes ? Alors, on peut à la fois avoir des alertes au travers de paramétrage, mais ça, je pense qu'Olivier peut en parler un petit peu plus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement cette information qu'on a récupérée et en fonction, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on peut avoir des dashboards, des graphes qui nous permettent de voir où le fournisseur est un peu moins performant, où il est plus à risque. Et donc ça, on a un scoring global, on a une vision de sur quels critères il est moins bon, ce qui nous permet finalement de driver de l'action, d'identifier les fournisseurs qui sont le plus à risque et donc où il faut vraiment aller les voir, les rencontrer, faire potentiellement des audits, ou alors d'être plus fin sur quel sujet on doit travailler avec eux plus spécifiquement pour qu'ils continuent à progresser. Et c'est vrai qu'en fonction des zones géographiques, les choses peuvent être un peu différentes. C'est inégal. Voilà. Juste sur ces alertes, un mot ? C'est tout à fait en ligne. On voit que, une fois de plus, ou plutôt on prend le sujet en considération du risque et la gestion des alertes, c'est très important. C'est multifactoriel. Il n'y a pas que les risques RSE. Il y a quand même encore des risques financiers. Il y a quand même encore des risques géopolitiques majeurs. Tous ces risques-là, ces plateformes-là, de façon la plus simple possible, doivent les intégrer et être capable de, par exemple, aider la décision avec des poids plus ou moins importants selon le type de produit, selon la situation. Et c'est ce sur quoi nous travaillons beaucoup, pas seulement en interne chez nous. On voit que
Il y a une profonde transformation des systèmes d'information et donc des acteurs qui vont agir dans et autour du système d'information. C'est une opportunité très grande pour nous, industriels, mais également pour les SIHA de bénéficier de ces sauts qu'il devrait y avoir dans les années à venir sur le niveau d'information qu'on peut avoir pour gérer et mener à bien ces politiques achats au sens général. Allez, la dernière question. Quelle est votre feuille de route, vous, chez Mersenne, en termes de développement RSE? Alors, pour la partie achat, oui. En l'occurrence, c'est vraiment à la fois de poursuivre l'engagement dans lequel on s'est lancé avec nos équipes pour qu'on ait des plans d'action avec nos fournisseurs qui soient encore plus solides et qu'on aille plus vite. On sent bien que la notion de vitesse commence aussi à être un enjeu. Qu'on ait une capacité à davantage évaluer l'impact carbone directement des produits que l'on achète, ou que l'on développe ou que l'on produit. C'est vrai que ça, c'est pas encore là. Ça fait partie des futurs. Donc, je dirais que déjà, nous, soyons pragmatiques, agissons déjà aujourd'hui sur ce que l'on peut mettre en place. Donc, agir avec nos fournisseurs, plus de recyclabilité, la localisation quand on peut, que nos fournisseurs soient le plus vertueux au travers des scorings que l'on met en place. Et puis, se donner une vision pour le futur et y contribuer. Et chez vous? Chez nous, on en parlait, la simplicité est absolument au cœur parce qu'on a beaucoup de complexité, donc il faut rendre les choses simples. Et comme ça va évoluer, on vient de concrétiser un partenariat avec un nouvel acteur, on se disait ça il y a 2 jours, le système d'information dans 3 ans, 4 ans, sera pas le même, on est certain de ça, achat, qu'aujourd'hui. Donc on doit être agile, ça c'est facile à dire, et fiable. Et c'est souvent 2 ennemis. Donc tout ce qu'on fait, nous, chez Synatrade, c'est de se concentrer sur garantir l'agilité et la fiabilité. C'est une démarche qui procède par petits pas. On ne croit pas beaucoup au grand soir de tout d'un coup on va arriver dans un système d'information qui peut tout gérer. Idéal, mais c'est certain qu'on doit proposer et garantir la fiabilité et l'agilité parce que l'évolution va être permanente. J'aime bien, il est très pragmatique. Il faut aller vers l'idéal en passant par le réel, comme disait l'ami Jaurès. Oui, qui était vers chez vous, Jaurès. Pas Tarbes, mais pas loin. On va essayer de se résumer, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en 30 secondes qui peut servir de conclusion à cet atelier? Moi, je dirais que être engagé soi-même pour pouvoir vraiment engager ses équipes et ses partenaires, je pense que c'est indispensable. Rester pragmatique et donner du sens dans ce qu'on fait, ça me semble indispensable. Merci. Je vais paraphraser ce que je dis et merci Evelyne. Simplifier, c'est complexe de simplifier, ne pas oublier la fiabilité qu'on doit apporter à nos clients acheteurs en proposant des solutions agiles et qui vont suivre, j'allais dire presque au mois le mois, l'évolution de ce secteur passionnant qui est celui du risque RSE et des plateformes. Et si je devais rajouter juste un petit point, le réglementaire nous pousse, mais il faut vraiment qu'on ne le subisse pas. Il faut vraiment qu'on voit ça comme une opportunité d'aller plus loin, plus vite et finalement. C'est sur ces paroles sages que nous allons nous quitter après vous avoir chaudement remercié pour cet atelier qui était précis, concis, construit, argumenté. Merci 1000 fois à tous les deux. J'espère que vous avez passé comme moi un bon moment et que vous avez appris de ces témoignages sur le terrain. Vous savez que vous pouvez revoir cet atelier en replay. Vous pouvez le conseiller à d'autres aussi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et on vous en remercie. Que la journée vous soit douce.